Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce lundi 22 septembre. Les familles des militaires enlevés à El durcissent leurs mouvements et bloquent plusieurs routes du pays. Ils réclament la libération de leurs proches retenus en otage depuis début août. Nouvelle menace de l'organisation de l'État islamique qui appelle les musulmans à tuer des citoyens des pays qui forment la coalition internationale, notamment les États-Unis et la France. Face à l'avancée des djihadistes en Syrie, les réfugiés continuent d'affluer par dizaines de milliers en Turquie. Parmi eux, plus de 130 000 Kurdes ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière. Et à suivre également dans cette édition, première interview de Nicolas Sarkozy en 2 ans. L'ancien président français explique les raisons de son retour en politique. Je n'ai pas le choix, a-t-il déclaré. Des dizaines de familles de militaires enlevés par les djihadistes ont bloqué ce lundi plusieurs routes au Liban, dont un axe principal reliant Beyrouth à l'est du pays pour réclamer la libération de leurs proches retenus en otage depuis début août. Avant de s'envoler pour New York à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, le Premier ministre Tamam Salam a reconnu que l'affaire des otages était compliquée. Reportage. La colère des familles des militaires libanais enlevés par les djihadistes de l'État islamique. Et c'est dans la rue qu'une centaine de personnes, des proches et des amis des otages, ont une nouvelle fois manifesté leur ras-le-bol. Une opération escargot de près de 4 heures non loin du barrage de Dahr el-Baïdar, un checkpoint stratégique situé à l'est du Liban sur la route menant vers la Bekaa. Les familles des otages ont menacé les autorités d'escalade et d'employer la force si leurs proches ne sont pas libérés. Et il y a urgence. Ces manifestants redoutent l'exécution de leurs proches par les islamistes qui ont déjà tué 3 militaires. Ils appellent à la démission du Premier ministre Tamam Salam et de son gouvernement, incapables selon eux de libérer leurs proches. Nous sommes ici depuis 9 h du matin. Aucun officiel, aucun responsable n'est venu nous soutenir ou nous demander pourquoi nous bloquons la route. Nous ne décamperons pas avant d'obtenir des promesses et des assurances que nos proches seront libérés. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités et traiter ce dossier avec une approche stratégique et efficace et rapidement. Car ce que nous réclamons avant tout, c'est que les choses soient réglées le plus vite possible. Et je vous assure, nous tenterons de bloquer tout le pays. Nous bloquerons les routes dans toutes les villes, les villages, devant les sérails gouvernementaux. Nous sommes à bout de nerfs et nous risquons de perdre notre sang-froid. Et j'ai le regret de vous dire que nous pourrions éventuellement nous transformer en criminels. La route de Dahr el-Baïdar a été rouverte en début d'après-midi après l'intervention auprès des familles du ministre de l'Intérieur Nohad Machnouk et du leader du Parti socialiste Walid Jumblat. L'armée et les forces de sécurité intérieure se sont déployées en masse dans la région pour éviter tout débordement. Les chefs des services de sécurité ont souligné pour leur part la nécessité de poursuivre la bataille contre les groupes djihadistes et de refuser tout chantage et compromis dans l'affaire des soldats otages de l'État islamique. La question a d'ailleurs figuré ce matin au menu d'un entretien à Saïda, au Liban Sud, entre la députée Baya Hariri et le chef de l'armée, le général Jean Karouaji. Avant de s'envoler pour New York à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, le Premier ministre Tamam Salam a promis de déployer tous les efforts pour obtenir la libération des militaires, tout en reconnaissant que l'affaire des otages était compliquée. De son côté, Samir Jarjar dénonce une série d'erreurs stratégiques. Le chef des forces libanaises souligne implicitement sur son compte Twitter l'implication du Hezbollah dans la guerre en Syrie et la constitution par le mouvement chiite d'un mini-État qui échappe à l'autorité centrale. Nouvel échec des négociations à l'électricité du Liban entre l'office et les contractuels qui demandent à être cadrés. Un journalier s'est lacéré devant le siège de la compagnie Amar Mkhael à Beyrouth. Il est apparu à la télévision en train de se lacérer à l'aide d'une lame alors que ses collègues tentaient de l'en empêcher. Un autre journalier s'est aspergé d'essence pour tenter de s'immoler. Un bras de fer oppose EDL et les journaliers. La direction a fixé à 897 le nombre de places vacantes alors que les journaliers sont quelques 1700 et refusent que la moitié d'entre eux soient exclus de l'intégration au cadre. Ils se disent déterminés à poursuivre la grève ouverte et leur mouvement de protestation jusqu'à ce que leurs revendications soient respectées. Intoxication de masse à Baalbek, une quarantaine de personnes ont été hospitalisées suite à un empoisonnement alimentaire.
Le ministre de la Santé, Wael Boufaoud, a ordonné la fermeture d'un restaurant de la région soupçonné d'être responsable de cette intoxication. Le juge d'instruction militaire a requis la peine de mort contre 2 Libanais et 2 Palestiniens accusés d'être affiliés à des groupes terroristes et de préparer des actes terroristes dans le camp de Ain el-Halwe, ainsi que de détenir des armes et des explosifs. Des mandats d'arrêt ont été émis à leur encontre. L'organisation de l'État islamique lance un appel aux musulmans à tuer des citoyens des pays qui forment la coalition internationale mise en place pour la combattre. Dans un message audio publié en plusieurs langues, le porte-parole du groupe djihadiste donne des instructions sur la manière de mener à bien la mission sans équipement militaire. Les États-Unis et la France sont les 2 pays qui ont jusqu'à présent mené des frappes aériennes en Irak sur des positions de l'EI. Et puis je vous propose d'écouter la réaction du ministre français de l'Intérieur. Cet appel au meurtre de civils qui vient s'ajouter aux exécutions d'otages et aux massacres de masse témoigne, s'il en était besoin, une fois encore, de la barbarie de ces terroristes qui justifient qu'on les combatte sans trêve ni pause. Leurs menaces n'entameront en rien notre détermination à mettre fin à leurs exactions et à secourir les populations. La France n'a pas peur parce qu'elle est préparée à répondre à leurs menaces. Le dispositif Vigipirate, dans les dispositions actuelles qu'il contient, est aujourd'hui opérationnel et efficace. Depuis plusieurs mois déjà, nos forces de sécurité sont pleinement mobilisées afin de prévenir les risques liés à l'activité des groupes terroristes actifs en Syrie et en Irak. Même si le risque zéro n'existe pas, nous prenons aujourd'hui 100% de précautions. Le gouvernement prend et continuera à prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des Français. Il le fera avec sang-froid, sans se laisser impressionner par l'abjection des terroristes de Daesh. Je vous remercie. Et puis sur le terrain, plus de 130 000 Kurdes du nord de la Syrie ont fui vers la Turquie ces derniers jours pour échapper à l'avancée de l'organisation de l'État islamique. Les djihadistes encerclent la ville de Ain el-Arab, la 3e plus grande agglomération kurde de Syrie. Elle est située non loin de la frontière turque. Le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, a appelé les Kurdes de Turquie à aller combattre les djihadistes en Syrie pour contrer leur offensive. La menace djihadiste au cœur de l'entretien entre John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif à New York. Cette rencontre à très haut niveau s'inscrit dans la volonté exprimée ces derniers jours par Washington de discuter avec Téhéran des moyens de lutter contre les ultra-radicaux de l'EI. Je vous rappelle que les 2 gouvernements n'ont plus de relations diplomatiques depuis 34 ans. Le secrétaire d'État américain avait déjà tendu la main à l'Iran vendredi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, estimant que la République islamique a un rôle à jouer dans la lutte contre l'organisation de l'EI. Pas question pour autant que Téhéran fasse officiellement et publiquement partie de la coalition internationale, notamment en raison de son appui militaire au régime syrien. Le roi Abdallah II de Jordanie estime pour sa part que les États-Unis et d'autres pays auraient dû intervenir plus tôt en Syrie pour empêcher la progression de l'organisation de l'État islamique. Selon lui, cette montée djihadiste aurait pu être évitée si la communauté internationale avait travaillé plus dur et ensemble pour s'assurer que le financement et le soutien aux premiers groupes islamistes en Syrie ne prennent pas l'étendue qu'ils ont eue. Le roi a souligné que l'EI a déclenché une prise de conscience et qu'il est temps de décider un combat du bien contre le mal. Abdallah a par ailleurs indiqué que le groupe djihadiste a accès à des ressources pétrolières qui le rendront plus difficile à vaincre. Dans un instant, mobilisation globale contre le réchauffement climatique avant le sommet de l'ONU. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 16h40 et à la une de l'actualité en France, le retour en politique de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République brigue la présidence de l'UMP, un parti éclaboussé par les affaires et déchiré par les luttes intestines. Pour sa première interview en plus de 2 ans, il a choisi le journal de 20h de France 2. Sarkozy a affirmé qu'il se devait de revenir. On l'écoute. Je ne veux pas que mon pays soit condamné, la 5e puissance du monde, à n'avoir comme choix, comme alternative crédible,
que le spectacle un peu humiliant que nous avons aujourd'hui est la perspective d'un isolement total qui serait la perspective du Front National. J'entends. Et donc, j'ai réfléchi en me disant, non seulement j'ai envie, mais j'ai pas le choix. Je dois apporter, je dois rendre à mon pays une partie de tout ce qu'il m'a donné. Nous sommes un des rares pays où il y a une telle absence d'espoir. J'ai même l'impression qu'il y a certains territoires et certains de nos compatriotes qui ont décroché de tout, qui sont en rupture avec tout, qui ne croient plus en rien et plus en personne. Qu'est-ce qui reste de la longue série d'anaphores, vous savez, moi président? Une longue litanie de mensonges. Vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit. J'ai essayé de dire aux Français la vérité. Et d'ailleurs, ils l'ont compris, puisque même si j'ai été battu de si peu, même si j'ai été battu, parce que je n'ai pas menti. N'ayant pas menti, avec l'expérience qui est la mienne, le devoir qui est le mien, l'envie qui est la mienne, de créer les conditions de cette alternance, je veux qu'on renouvelle la politique. Je pense qu'aujourd'hui, les idées sont à bout de souffle, les idéologies ne veulent rien dire, le clivage gauche-droite est élimé comme un vieux tapis qui aurait 3 siècles, et j'ai envie de participer au redressement de notre pays et proposer aux Français une alternative collective qui fait qu'ils ne sont pas condamnés entre un choix déprimant et un choix de fermeture. Mobilisation globale contre le réchauffement climatique. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus demain à New York pour donner un nouvel élan aux négociations internationales, 5 ans après l'échec de la conférence de Copenhague. Ce sommet devrait servir à préparer la prochaine conférence mondiale sur le climat qui aura lieu en 2015 à Paris-Le Bourget. L'objectif reste de contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Hier, plus de 2700 manifestations ont été organisées dans 158 pays pour alerter l'opinion publique. À New York, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a défilé aux côtés de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, et du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. La Sierra Leone revit après 3 jours de confinement pour ralentir la propagation du virus Ebola. Les 6 millions d'habitants ont été assignés à domicile depuis vendredi. Objectif, mobiliser près de 30 000 volontaires pour sensibiliser les familles chez elles. L'opération a par ailleurs permis d'identifier 150 nouveaux cas et d'enterrer plusieurs dizaines de corps ces derniers jours. C'est dans ce pays qu'un second missionnaire catholique a été infecté par le virus. Le prêtre a été rapatrié cette nuit pour être hospitalisé à Madrid. De son côté, le Libéria, de loin le pays le plus touché, va porter de 250 à 1000 le nombre de lits pour soigner les malades à Monrovia dès la fin octobre. Ici, certaines traditions aggravent l'épidémie. Parfois, les cadavres hautement infectieux sont lavés, contaminant du coup des personnes saines. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les familles des militaires enlevés à El Sail durcissent leur mouvement et bloquent plusieurs routes du pays pour réclamer la libération de leurs proches retenus en otage depuis début août. Nouvelle menace de l'organisation de l'État islamique qui appelle les musulmans à tuer des citoyens des pays qui forment la coalition internationale, notamment les États-Unis et la France. Face à l'avancée des djihadistes en Syrie, les réfugiés continuent d'affluer par dizaines de milliers en Turquie. Parmi eux, plus de 130 000 Kurdes ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière. Et puis, première interview de Nicolas Sarkozy en plus de 2 ans. L'ancien président français explique les raisons de son retour en politique. « Je n'ai pas le choix », a-t-il déclaré. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt.